Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, Théo Leverger, il est délégué régional des Jeunes Républicains. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de politique comme on le fait chaque matin sur l'antenne de Bretagne 5 à cette heure-ci. Il y a eu des mots de prononcés hier sur une radio concurrente et néanmoins amie, RTL pour ne pas la citer. Gérard Larcher était l'invité de nos confrères d'RTL et il a intimé l'ordre à un certain Mélenchon de fermer sa gueule. Je reprends les termes. Hein. Est-ce que le propos était, selon vous, Théo Leverger, on va dire peut-être un peu cru, mal placé ou tout à fait choisi? Bon, moi, ça le mérite d'être clair. Il n'est pas passé par une formule alambiquée pour exprimer sa pensée. Oui, c'est un peu cru, mais je pense que c'est une exaspération. C'est un ras-le-bol de Gérard Larcher qui s'est exprimé ici. Je l'aurais sûrement pas formulé comme ça, mais les mots qu'il a dit sont les siens et je pense qu'il a des bonnes raisons de les prononcer. Mais est-ce que justement LFI aujourd'hui a dépassé les bornes? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Mais ils ont dépassé les bornes depuis un mois. Et le pire dans l'eau, c'est plutôt de se rendre compte qu'ils dépassent les bornes et de revenir dans le juste chemin, dans la droite ligne de leurs idées qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont de belles idées, qui doivent être portés fièrement. Ils s'entêtent, ils s'enfoncent, et oui, il faudrait vraiment qu'ils reviennent dans ce qu'ils savent faire de mieux. La politique est abîmée aujourd'hui par toutes ces invectives, par toutes, j'allais dire, ces errements, alors pas seulement forcément de LFI, mais d'autres formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir retrouver un cap, un véritable cap politique? Abîmé, je sais pas. Sali en partie, oui, mais c'est surtout les institutions qui sont salies pour avoir des gens qui siègent dans ces institutions et qui tiennent de tels propos. Sinon, après, le lien, est-ce qu'il est abîmé? Ça, je ne sais pas. On le mesurera aux prochaines élections avec les taux de participation. Alors, on va parler d'élections tout à l'heure, on va parler des européennes, mais je voulais vous entendre aussi sur la situation de la France face au terrorisme. On a eu cette attaque au couteau à Paris le week-end passé, avec beaucoup d'interrogations sur cette personne qui était suivie psychiatriquement, mais qui aussi avait fait allégeance à Daesh. Est-ce qu'il y a un réel problème à reconnaître le terrorisme aujourd'hui en France, ou en tout cas à accepter qu'il y ait des terroristes sur notre territoire et qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire? Mais le reconnaître, non, parce que tout le monde le reconnaît. Je pense que le plus gros problème, c'est de le nommer. Bien souvent, il est mal nommé, où on utilise des formules détournées. La LFI, encore une fois, s'est illustré brillamment sur le sujet, plutôt que de nommer clairement le fait que c'est un terroriste islamique qui a perpétué cette attaque. Ils sont entêtés dans une espèce de démonstration pour surtout pas dire ce mot-là, que le mot interdit chez eux. Et pour démontrer par A plus B que c'était quelqu'un qui était mentalement fragile, sûrement ma foi, mais qu'en tout cas ça n'avait strictement rien à voir avec l'islamisme, alors que ça a tout à voir. Sans l'islamisme, est-ce que cette personne aurait fait ça? Sûrement pas. Et cette attaque au couteau à Paris a un peu choqué, mais ce qui est le plus choquant, c'est qu'au final, les gens s'y sont habitués. Ils ont vu l'information, ça les a un peu choqués, mais ça les a pas bouleversés comme ça aurait pu être le cas il y a encore 10 ou 15 ans. Ils sont passés directement à l'info suivante, et c'est ça le plus gros danger, c'est qu'aujourd'hui les gens commencent à s'y habituer, à s'accoutumer. Et en parlant terrorisme, en Bretagne on a eu un fait ces derniers temps qui est quand même assez atroce. À Brest, on a 4 personnes qui ont été arrêtées et qui projetaient d'aller attaquer un village entier. Et ils l'ont clairement dit dans les propos qui ont été les leurs, à 4 ou 5, on arrive dans le village et on tue tout le monde. Dans un petit village rural, au fin fond du Finistère, c'est ça leur projet. Merci la DGSI de les avoir arrêtés à temps. Mais là, on voit la taille du problème. Et globalement, c'est des profils identiques à chaque fois. C'est souvent des personnes d'origine étrangère qui étaient surveillées pour des radicalisations et qui, au final, eux ont été arrêtés. Celui de Paris n'a pas été arrêté. Et le pire dans l'eau, c'est que c'est quelqu'un qui était connu des services. C'est quelqu'un qui avait déjà été emprisonné, qui avait été condamné pour avoir projeté une attaque à la défense et qui a été libéré. C'est des personnes qui ne devraient pas être libérées. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, sur tous les terroristes fichés qu'on a condamnés, plus de la moitié sont en liberté. Donc ça laisse craindre de nouvelles attaques, mais partout. On l'a bien vu, maintenant, c'était pas qu'à Paris. Ça peut être à Arras, ça peut être dans un petit village au fin fond du Finistère, ça peut être partout. Est-ce qu'il faut
j'allais dire, resserrer la vis de la justice. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la justice fait bien son travail? Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre ici sur les services de la justice, mais est-ce qu'elle a les moyens de bien faire son travail? Au niveau moyen, non, évidemment qu'elle ne les a pas, tant en termes de nombre de magistrats, en nombre de fonctionnaires, sur les moyens déployés. Mais l'autre gros problème aussi, c'est sur le nombre de places de prison. Il y a quasiment 100 000 peines inexécutées aujourd'hui en France. C'est-à-dire que des personnes qui ont été condamnées à de la prison et qui ne sont pas en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. On est déjà à 110 ou 120% des capacités des prisons françaises. Et donc forcément, quand on condamne quelqu'un, on fait un choix, on fait une priorité. Et quelqu'un qui va être condamné à 1 ou 2 ans, il n'ira pas en prison. Et après, par contre, on peut aussi dénoncer un véritable laxisme judiciaire. Je vais prendre un exemple à côté de chez moi, à Pipriac. Une petite commune de 3800 habitants, dans le canton de Redon. 2 jeunes de 15 ans qui sortaient d'un spectacle en début de soirée se sont fait accoster par 2 personnes de 22 et 41 ans. Et ces personnes-là ont invectivé la jeune fille avec un « bonjour mademoiselle » auquel elle n'a pas répondu. Et du coup, ils ont commencé à s'en prendre plus violemment à elle, et c'est son copain qui était avec elle qui l'a défendue à 15 ans. Et il s'est fait rouer de coups, il s'est fait tabasser, il s'est fait lyncher par terre par ces 2 individus qui étaient déjà connus de service de police, qui avaient déjà été condamnés. Et donc ils sont passés au tribunal correctionnel de Rennes, verdict 8 mois de prison ferme. Sachant que sur les 8 mois, ils n'y feront très certainement pas, mais c'est inimaginable qu'aujourd'hui en France, en 2023, je suis littéralement dégoûté de me dire que dans un village de 3800 habitants, 2 jeunes de 15 ans ne peuvent pas sortir en sécurité, et qu'il y a encore des gens multicondamnés qui sont dehors et qui sont prêts à tabasser un jeune parce qu'une jeune fille de 15 ans mineure n'a pas répondu à leurs avances. Et que derrière, la justice ne mette que 8 mois. Il y a un truc qui tourne pas rond. Est-ce qu'il faut aujourd'hui remettre à plat, là aussi, les services de justice, revoir la loi, être plus coercitif? Mais la loi, revoir la loi, non, parce que la loi est déjà là. En fait, le gros problème, c'est de l'appliquer, parce que des lois, à chaque nouveau problème en France, on a l'habitude de faire une nouvelle directive, un nouveau décret, une commission, une nouvelle loi, alors que déjà, si on appliquait les lois existantes, ça marcherait déjà très très bien. Le gros problème, c'est que bien souvent, les lois ne sont pas appliquées correctement. Elles sont appliquées dans une infime mesure. Donc aujourd'hui, on a ce problème avec aussi les OQTF, on en parle beaucoup, oui, qui restent en France. On n'a pas forcément toujours la possibilité de les renvoyer dans leur pays d'origine, tout simplement parce que le pays ne veut pas les reprendre. En effet. Est-ce que là aussi, il faut se montrer plus ferme vis-à-vis des pays? La CPI ont quand même très bien compris. Ils ont très bien compris que ces personnes-là étaient des dangers, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas les reprendre. Et ce qui est étonnant, c'est que la France, qui est quand même une grande puissance mondiale, n'arrive pas à contraindre ces pays à prendre leurs propres ressortissants, qui bien souvent n'ont même pas la binationalité. Donc il n'y a pas de personnes renvoyées qui ont la binationalité, donc qui ont la nationalité de ce pays-là, et on n'a pas le pouvoir de le faire. Et c'est pas qu'on ne veut pas mettre en place les mesures pour le faire, c'est que le gouvernement a complètement abandonné l'idée derrière une façade qui se veut ferme et dure. La réalité est complètement autre. On l'a vu il n'y a pas longtemps au Maroc. On avait réduit les visas du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, parce que justement ils ne voulaient pas reprendre leurs ressortissants sous OQTF en France. Et donc c'est une mesure coercitive qu'on avait mis en place. Bon, bien. Aujourd'hui, on a complètement abandonné cette mesure. L'ambassadeur de France à Rabat a réouvert les vannes, donc évidemment avec autorisation du gouvernement, mais sans pour autant que le Maroc et l'Algérie, derrière, décident de reprendre ces OQTF. Donc encore une fois, ils n'ont pas joué le jeu, mais à la fois on peut les comprendre. Ils se sont bien rendus compte qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, dans tous les cas, derrière, il n'y aurait pas de mesure, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de répression. Donc à partir de ce moment-là, ils se jouent de la France. Quelles mesures on pourrait mettre en place, par exemple? C'est assez simple. Déjà, sur les visas, on peut faire restreindre par cette voie-là. Après, il y a aussi tout ce qui est aide au développement. L'aide au développement dans ces pays-là est quand même assez importante. C'est un levier financier sur lequel la France pourrait agir. Il y a ensuite des sanctions économiques, pourquoi pas. Mais là, encore une fois, le gros problème, c'est que dans le conflit actuel, l'Algérie fournit une bonne partie du gaz français, et qu'on ne trouve pas de mesures alternatives, ou on n'en cherche pas spécialement, et que du coup ils font encore ce qu'ils veulent, parce que du coup c'est leur moyen de pression. Mais nous derrière on aurait des moyens de pression bien plus forts que ça, sauf qu'on ne les met pas en place. Alors on se retrouve avec ces OQTF sans savoir trop qu'en faire finalement. On voit aujourd'hui arriver la loi immigration, on va en parler parce qu'elle arrive à l'Assemblée nationale lundi prochain. C'est une loi qui a été très discuté en commission, on a vu, c'était là aussi compliqué. Voilà, on prendra ce mot-là, compliqué. On a vu qu'elle avait été vidée de sa substance, elle revient à l'Assemblée nationale. Est-ce que la droite, est-ce que LR, par exemple, va voter le texte, selon vous? Absolument pas, le texte est complètement vidé de sa substance. Et justement, la grande question, c'est à quoi joue le gouvernement?
ils sont conscients du problème, ils le voient, eux-mêmes parfois le dénoncent à travers des mesures de fermeté ou en tapant un peu du poing sur la table, et derrière ils nous lâchent un texte comme ça, qui est complètement qui est scandaleux. C'est complètement irresponsable aujourd'hui dans la situation actuelle de lâcher un texte comme ça, où on est revenu sur tout, on est revenu sur l'AME, en plus sur l'AME, le service public, tant que les politiques ont assuré un service après-vente assez fallacieux en disant aux Français que l'AME allait être supprimée, que ça allait être le retour de la tuberculose et du choléra en France, alors qu'on supprimerait l'AME pour la remplacer par l'AMU, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes avec ces maladies-là. La restriction de l'automaticité du droit du sol en France, c'est pareil, ça a sauté. Sur la régularisation des personnes sur les métiers en tension, c'est pareil, ça a sauté, et on ne sait pas trop à quoi ils jouent. On ne sait pas à quoi ils jouent, on ne sait même si ils voulaient faire monter le Front National, il n'y a pas meilleure manière que de le faire. Je vois pas. C'est de l'aspiration et c'est la demande des Français aujourd'hui d'avoir une politique ferme et claire sur ces sujets-là, et le gouvernement fait tout l'inverse. Alors, l'AME, ça a été beaucoup discuté. Les médecins eux-mêmes ont pris position évidemment, en disant si l'AME est supprimé, on continuera à soigner même gratuitement. Et on entend des voix qui disent ben oui, mais nous, dans nos campagnes, ça nous ramène un petit peu à notre Bretagne profonde, si vous me permettez le terme, il n'est pas du tout péjoratif. Mais dans nos campagnes, on a du mal à avoir des médecins qui soignent. Est-ce que là aussi, ça éloigne pas deux populations, ceux qui arrivent et qui obtiennent, et ceux qui sont sur place et qui n'ont pas toujours possibilité? C'est la France qui paye depuis des années, c'est la France laborieuse, c'est la France qui travaille, c'est la France qui ne dit jamais rien, qui ne réclame jamais rien, qui ne pose pas de problème dans la vie de tous les jours, et c'est toujours la France qui est matraquée sur les prix du carburant, qui est matraquée au niveau des impôts, qui est oubliée derrière sur les services publics. C'est toujours la même France qui trime, et à un moment l'exaspération des gens va se ressentir dans les urnes. On dit que le Rassemblement national progresse aujourd'hui dans les urnes. Comment la droite, LR en l'occurrence, peut exister à côté du Rassemblement national parce que finalement, il y a quand même des petites porosités. On parlait de la loi immigration à l'instant. Évidemment, il peut y avoir des sujets d'accord et de désaccord. On peut revenir en ayant des thématiques claires. Tout d'abord, sur tout ce qui va être immigration et sécurité, on a une politique qui est aujourd'hui extrêmement claire, qui est portée notamment à l'Assemblée par Olivier Marleix, et qui est limpide, qui coule de source. Donc là-dessus, je pense que les Français nous rejoignent. Et le deuxième volet, c'est le volet économique. Parce que le RN nous parle matin, midi, soir de l'immigration et de la sécurité. Ça ne fait pas tout un programme, on ne gère pas un pays uniquement avec ça. Et c'est là où les Républicains ont ce qui fait la force des Républicains, c'est son expérience. C'est sa capacité à gouverner, à gérer les affaires. Et là, d'un point de vue économique, on pourra apporter beaucoup de solutions aux Français. Est-ce que justement, on peut imaginer, il y a eu une forme de rassemblement de la gauche, qu'il y ait un rassemblement de la droite un jour pour peser? Pour l'instant, c'est pas envisagé en France. Là, c'était un petit peu une question que je vous posais sous forme, j'allais dire, un petit peu de provocation. Aujourd'hui, on a ce problème de l'immigration, ce problème aussi de la radicalisation. Et la radicalisation, souvent, ça commence très tôt, ça commence dans la cour d'école. On parle beaucoup de l'éducation depuis quelques jours avec cet indice PISA qui est sorti, qui a dit que les jeunes Français, même ma foi, n'étaient pas bons en maths, n'étaient pas bons forcément en français. Et le ministre a dit il va falloir prendre des mesures pour essayer de faire que le niveau augmente un petit peu. Est-ce qu'il faut prendre aussi des mesures sur la laïcité, des mesures pour éviter que des jeunes tombent dans la radicalisation? Là-dessus, il faut quand même saluer le travail de Gabriel Attal, qui était extrêmement clair sur la laïcité, et ces mesures vont dans le bon sens. Et oui, face à l'obscurantisme religieux, l'éducation est en général la meilleure des armes. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les profs n'ont pas les moyens de transmettre tout ce savoir-là, parce qu'ils sont contestés de partout, parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce qu'ils passent leur temps à faire la police, parce que certains ont peur tout simplement de tenir un propos qui dérangerait. Et quand on voit la situation en France, je peux comprendre leur peur, des représailles qu'il pourrait y avoir derrière. Et puis d'autres profs aussi, faut pas se le cacher, notamment des jeunes, des fois sont complètement complaisants et ne disent rien, ne font rien, et plutôt que, comme on faisait il y a 20-30 ans, d'apprendre une culture commune aux élèves, à tous les élèves de la République, aujourd'hui on cultive leurs différences. Et quand on a des profs qui vont dans ce sens-là, à cultiver la différence des élèves,
ça peut pas marcher à la fin. C'est impossible de faire nation si vous avez 40 groupes différents qui réclament tous des choses différentes et qui ne se reconnaissent pas. Ce qui fait une nation, c'est un ensemble de points communs, de convergence entre les personnes. Aujourd'hui, on s'en éloigne de plus en plus de ce point. La France est devenue communautariste finalement. Mais oui, en grande partie. On a par endroit, par moment, deux Frances complètement différentes, avec des populations différentes, de cultures différentes, sur des territoires différents. On évolue vraiment sur parfois deux France en parallèle. Pourquoi aujourd'hui il y a une grande peur à s'emparer des problèmes d'immigration, de sécurité par les partis traditionnels, hein, on peut parler de LR, mais on peut parler aussi des partis de gauche, des partis progressistes. Pourquoi il y a cette grande peur ? Mais parce que pendant bien longtemps, on a eu de la gauche qui nous a fait l'alpha et l'oméga de la pensée. Ils ont viré les curés en 1905 pour mieux les remplacer. Pour nous dire ce qu'on pouvait dire ou ne pas dire, penser ou ne pas penser, faire ou ne pas faire. Et pendant bien longtemps, c'est eux qui ont déterminé ce qui était le bien et le mal dans la société française. Aujourd'hui, c'est un temps qui est de plus en plus révolu et tant mieux. Mais pendant bien longtemps, on n'a pas osé en partie s'emparer directement de ces sujets-là, par peur d'être taxé de tous les adjectifs dont la gauche a l'habitude de nous affubler, facho, raciste, et des meilleurs et j'en passe. Et aujourd'hui, je pense que la droite, les républicains, on saisit le sujet à bras-le-corps et nomme clairement les problèmes, les nomme vraiment distinctement et sans aucune gêne. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est arrivé partout. On le voit, le Rassemblement national évidemment va également dans ce sens-là. La gauche ne l'a absolument pas compris, mais ça c'est par idéologie antiraciste qu'ils font ça. Ils ont oublié la lutte des classes pour une espèce de lutte des races aujourd'hui qui est complètement stérile et qui est même dangereuse. Du coup, par idéologie, ils ne s'emparent pas de ce sujet-là, ils ne veulent surtout pas le nommer pour éviter de faire monter la haine, sauf qu'en général, le résultat aujourd'hui, il est complètement l'inverse. Et la Macronie, encore une fois, on ne sait pas. C'est du en même temps, parfois, il y a un jour, ils nomment, le jour d'après, ils font tout l'inverse. C'est du en même temps, comme toujours, sauf que c'est très compliqué de dire bleu un jour et dire rouge le lendemain. On ne gouverne pas un pays comme ça. Au-delà de l'actualité, il y a cette France rurale. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant des problèmes de sécurité. Hein, vous le soulignez, elle n'est pas épargnée, cette France rurale, par l'insécurité. Puis c'est une France rurale aussi qui a l'impression de ne pas être entendue. Évidemment. Ce qui nous amène aussi au problème, par exemple ici en Bretagne, l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs mettent les panneaux à l'envers pour les personnes qui ont peut-être circulé sur les routes bretonnes, les entrées d'agglomération, on voit les panneaux retournés, un petit peu comme si on marchait sur la tête. Les jeunes agriculteurs sont très en colère aujourd'hui. Oui, j'ai eu la chance lundi de rencontrer Charles Foss, qui est le président des jeunes agriculteurs de Bretagne. On a eu un moment d'échange extrêmement intéressant. Et en effet, on marche sur la tête. Mais surtout sur un nombre de normes inimaginables qui met en péril leurs activités. Et le pire là-dedans, c'est même pas les normes. C'est que, par exemple, il y a 5 ans, on leur demandait de faire A avec X moyens. Et 5 ans plus tard, on leur dit, finalement non, il faut faire B avec Y moyen. Ils demandent complètement l'inverse de ce qu'ils demandaient il y a 5 ans. Et du coup, les gens sont perdus, ils ont investi des sommes des fois parfois folles dans certains projets qui, au final, aujourd'hui, on demande de faire complètement l'inverse. Ça n'a aucun sens, Et je les plains fondamentalement, parce que c'est grâce à eux qu'on mange tous les jours. Notre souveraineté alimentaire, on la doit à eux. Et jamais on les remercie. Et pire que ça, on ne les remercie pas, on les matraque. Et encore, le gouvernement agit encore plus dans le sens du matraquage. Ils ont annoncé il n'y a pas longtemps la détaxe du carburant pour les agriculteurs. Déjà qu'on voit que certains arrivent à sortir à la fin du mois avec des salaires tout juste convenables. S'ils prennent ces 20% en plus de taxes, c'est fini. C'est fini. Et même certains pensent, et c'est là encore où c'est complètement hallucinant, certains, pour faire face à ces nouvelles mesures, pensent produire moins. J'étais chez un agriculteur il n'y a pas longtemps, qui me disait, cette année j'ai dû emprunter pour payer mes impôts. Du coup je vais faire très simple, l'année prochaine je vais baisser ma production, comme ça je paierai moins d'impôts. Mais c'est complètement débile. On veut que les agriculteurs produisent plus pour notre souveraineté alimentaire, parce que notre population augmente, pour des raisons économiques évidemment. Et aujourd'hui on les matraque tellement qu'ils commencent à réfléchir dans le sens inverse, à baisser leur chiffre d'affaires pour payer moins d'impôts. C'est complètement contre-productif. Et le gouvernement joue un rôle extrême là-dedans, où il ne prend pas au sérieux, je pense, la chose. Bruxelles, c'est pareil, parce que la politique agricole prend une énorme place dans la politique européenne. Bruxelles n'est absolument pas au niveau des enjeux actuels et plombe littéralement l'agriculture française par des normes et des règles parfois absurdes.
Et enfin, on a la région qui ne joue pas le jeu non plus. La région, notamment sur les aides aux installations des jeunes agriculteurs, on est une des régions qui subventionne le moins. Ça paie des 3-4 fois moins que d'autres régions en France. C'est pas normal. Pourtant, on a entendu le président de la région, Loïc Chenet-Girard, s'exprimer en disant il faut qu'on fasse mieux. Et oui, mais il faut qu'on fasse mieux, comme dirait Mélenchon, faites mieux. Mais et pourtant, ils ne font pas mieux. Et ils prennent des mesurettes. Un exemple criant pendant la tapette sur la dernière tempête Ciarán qui a frappé la Bretagne, la région a voulu se montrer au chevet des agriculteurs. Pour les maraîchers qui ont vu leur serre détruite, ils ont promis de débloquer 1 million d'euros. Sauf qu'avec 1 million d'euros, au nombre de maraîchers qui étaient touchés, on faisait rien. J'avais calculé, alors j'ai plus le chiffre en tête, j'avais calculé ça faisait combien de mètres de serre, mais c'était à peine de quoi couvrir 2 exploitations. Enfin, c'était ridicule. Et là, par contre, le département du Finistère a bien mieux suivi, parce qu'il a développé une aide de 10 millions d'euros, il me semble. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête. Mais ils ont développé une aide qui est bien plus conséquente que la région, alors que c'est un territoire à une échelle inférieure en termes de taille et de budget. Et le gouvernement a aussi agi en débloquant une aide. Et la région n'est absolument pas au niveau. Alors, il y a ce problème agricole aujourd'hui en Bretagne. On est en pleine renégociation de la PAC aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce que ça va faire partie des enjeux, des dossiers que la droite, que LR va porter pour les élections européennes? Parce que dans 7 mois, on y est. Évidemment, surtout que là, on a... La renégociation de la PAC actuellement, c'est extrêmement important parce que pour un exemple tout bête sur les MAEC, en gros, c'était une politique pour faire tourner les agriculteurs plus vers l'agriculture biologique. Alors les MAEC, pour nos auditeurs, c'est des formes de subventions pour aider les agriculteurs à se tourner vers une agriculture plus biologique. Et du coup, en partie, en se tournant vers cette agriculture, ils devaient baisser en partie leur production. Cette baisse de production était compensée par des aides financières. Aujourd'hui, on envoyait énormément d'agriculteurs là-dedans. Et aujourd'hui, on va renégocier la PAC. Et le montant des subventions n'a pas évolué. Sauf que le nombre d'agriculteurs qui ont besoin de subventions a évolué. Donc on leur a demandé de faire ça pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de les soutenir. On leur a promis des choses qu'on ne va pas être capable de leur donner. Et on m'a dit qu'il manquerait à peu près 60 millions d'euros rien que pour la Bretagne, pour tenir les engagements. Et du coup, beaucoup d'agriculteurs se retrouvent dans une impasse. Ils ont tout axé leur projet et leur plan agricole uniquement sur là-dessus, et c'est compréhensible, en s'attendant à voir leur perte de production compensée par des subventions financières, et aujourd'hui ils se rendent compte qu'ils ne savent pas, ils sont dans l'incertitude. Et c'est sur beaucoup de sujets comme ça, bien souvent c'est de l'incertitude. Et c'est extrêmement compliqué d'avancer, d'avoir des projets, de vouloir produire en étant dans une incertitude complète, d'être dans un flou. C'est très compliqué. Comment peser justement à Bruxelles pour comment avoir un poids suffisant? Finalement, la France est une terre agricole, hein, comme d'autres terres européennes bien sûr, mais par essence même, la Bretagne est aussi une terre agricole. Comment peser sur les institutions de Bruxelles qui sont très lourdes à faire bouger? Évidemment. Finalement. Alors on a de la chance en France qu'on a un pays qui a un poids démographique assez important dans l'Union européenne, et la répartition des sièges des eurodéputés sont répartis en fonction de la population. Donc on a de la chance en France d'avoir pas mal de sièges, et donc de pouvoir peser plus que d'autres pays sur les décisions européennes. Comment est-ce qu'on peut peser dessus? Uniquement grâce à nos députés, à nos eurodéputés. Et lors des prochaines européennes, l'Union européenne devrait être à droite. Et je pense que c'est le PPE, le Parti populaire européen, dont les LR sont membres, qui dominera ce Parlement, je l'espère. Et globalement, c'est des politiques qui sont après alignées dans tous les pays où il y aura une dénonciation de ces normes complètement absurdes. Plus largement, l'Europe est chahutée. Un dernier mot sur la politique européenne. On voit des pays qui basculent à l'extrême droite. On pense aux Pays-Bas, on pense à la Slovénie, on a aussi l'exemple de l'Italie. On dit que le prochain, ce sera la France. Oui. Mais c'est même très fortement probable. Et c'est compréhensible, parce que les gens en ont marre, c'est de l'exaspération. La plupart, certains votent Rassemblement National par un vote d'adhésion, mais une bonne partie vote Rassemblement National par exaspération. Et comment ne pas les comprendre? Comment ne pas les comprendre? Ça vous fait peur, l'arrivée possible de Rassemblement National en France? Mais surtout j'ai peur de leur non-maîtrise et leur non-expertise des sujets. Pour gouverner la France, ça risquerait d'être assez compliqué. Donc oui, il y a quand même une appréhension, notamment sur l'économie, sur la diplomatie, sur tous ces sujets-là où je pense que le Rassemblement National pourrait être un fardeau pour la France à ce niveau-là. Mais on n'y est pas encore, donc... Voilà, wait and see, comme l'on dit. Un dernier mot sur les jeunes républicains. Vous êtes mobilisés, j'imagine, déjà sur l'Europe? Oui, on commence à faire des actions dans toute la France pour porter haut notre programme et faire connaître aux Français nos valeurs
et reconquérir leur cœur. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Théo Leverger, délégué régional des Jeunes Républicains, qui était avec nous ce matin au micro de la matinale pour parler politique. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, de même. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.